Je vous propose quand même de commencer par Aston Martin, comme dirait Lawrence Stroll. Aston Martin. Alors, Aston Martin, mesdames et messieurs, y a un vrai problème. Premièrement, c'est un mauvais début de saison, très clairement, sur le Grand Prix de Bahreïn. Vettel a eu le Covid, donc déjà, ça partait pas au mieux. On a dû rappeler en urgence Nico Hülkenberg. Les deux voitures se font sortir en Q1. Bon, ça fait un petit peu beaucoup. Stroll, P12, Hülkenberg, quasiment dernier, je crois. Enfin, dernier à finir, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc bon, Stroll, P12, ça remonte quand même pour Lance Stroll, mais il s'est pris une petite déculottée en qualification par son nouveau ancien coéquipier. Pourtant, la voiture avait montré quand même un certain potentiel pendant les essais hivernaux, que ce soit à Barcelone et plus particulièrement, on va dire, à Bahreïn. On avait noté que la voiture était particulièrement rigide, mais en fait, finalement, ils arrivaient quand même à extraire un petit peu de performance. La voiture paraissait pas mal née, quoi, on va dire, pas complètement mauvaise quoi qu'il arrive. Elle paraissait juste très rigide, mais les pilotes arrivaient quand même à l'inscrire, mine de rien, dans certains virages, etc. Donc on n'avait pas... Voilà, on n'avait pas un problème. Lance Stroll s'est plaint notamment au micro de Laurent Dupin, si je dis pas de bêtises, chez Canal, justement après la course, en disant on a juste tout simplement pas assez de grippe. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un potentiel de performance, mais on l'a pas vu pendant le Grand Prix de Bahreïn. Et ça, je trouve ça un petit peu bizarre. Et vous allez voir, ça va rejoindre une autre histoire, notamment sur McLaren, mais ça, on va en reparler. En fait, ils ont été touchés, comme plein d'autres équipes, par un problème de marsouinage. Du coup, pour résoudre le problème de marsouinage, c'est assez simple, on relève la garde au sol, mais du coup, on perd de l'appui en virage, etc. Donc, potentiellement notre voiture est un petit peu moins performante. Merci à Arthur pour ton sub, 5e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Du coup, faut relever la garde au sol, puisque on ne peut pas apporter plein de pièces. On est loin de, on va dire, de l'usine, entre guillemets. On est à Bahreïn, on est sur une sorte, entre guillemets, de triple header entre les tests hivernaux, le Grand Prix de Bahreïn et le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc on peut faire venir des pièces, mais c'est compliqué si vous voulez de travailler correctement à l'usine. Alors tout le monde travaille quand même, hein, évidemment, mais ça met forcément un petit peu plus de temps. Alors c'est Andrew Green, si je dis pas de bêtises, le directeur technique de la voiture, qui chiffre à 0,7 secondes, donc 7 dixièmes au tour, la perte de performance si ils résolvent entre guillemets le marsouinage en faisant en sorte de relever la garde au sol. Donc ils perdent à peu près 7 dixièmes au tour, ce qui est tout simplement énorme, c'est gigantesque. Ils ont calculé la chose, hein, c'est leur interprétation de leur marsouinage, on va dire. Chez les autres équipes, ça va dépendre évidemment de la voiture, du moteur, ça va dépendre de plein de choses, de plein de paramètres. Mais en tout cas, chez Aston Martin, on estime la perte de performance due au marsouinage et le fait de relever la garde au sol à 7 dixièmes, ce qui est colossal. Donc forcément, oui, fallait faire un compromis sur la voiture. Forcément, on peut pas avoir une voiture qui a que tout le temps du marsouinage, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu trop compliqué et puis ça sollicite beaucoup les éléments mécaniques. Donc faut le réduire, quoi qu'il arrive, entre guillemets, au minimum, ou essayer de s'en accommoder comme on peut. Mais du coup, ouais, c'est 7 dixièmes. Entre Jeddah et l'Australie, on va pouvoir rentrer à la base et puis travailler sur des améliorations, ou en tout cas se remettre en route, parce qu'il y a déjà des améliorations sur lesquelles les équipes travaillent pour les amener, entre guillemets, le plus tôt possible. Et justement, la rumeur dit que Aston Martin préparait une voiture B, comme on pourrait dire, une voiture qui est déjà en soufflerie, entre guillemets, qui ne ressemble pas du tout à la voiture que l'on voit en ce moment sur les circuits de Formule 1. Donc on pourrait avoir effectivement une voiture B à partir, on va dire, grosso modo de la mi-saison pour Aston Martin, avec des sidepods et un plancher totalement différent. Alors forcément, ça prend du temps à construire. Je suppose qu'ils travaillent sur cette voiture depuis déjà un petit moment, justement. Donc ça va être assez intéressant de voir comment ils vont pouvoir amener cette voiture. S'ils vont améliorer la voiture qu'ils ont, forcément, on va voir des choses qui vont arriver. C'est un vrai point, le Break Magic, qui dit le fait qu'ils aient une voiture B montre qu'ils sont complètement foirés, qu'ils se sont complètement foirés pour cette année. Oui et non. Je m'explique. Oui et non. Dans le sens où on amène un premier concept, ça n'empêche pas de travailler à la fois sur un deuxième concept un petit peu plus évolué. On est sur une nouvelle réglementation. Si tu m'avais dit ça, on va dire, l'année dernière ou l'année d'avant, genre 2020 ou 2021, sur une réglementation qu'on maîtrise déjà plus ou moins, oui, là je t'aurais dit, effectivement, ça veut dire qu'ils se sont foirés. En revanche, on est sur une nouvelle réglementation qui fait que amener une voiture B, on va dire, en milieu de saison, ça ne veut pas forcément dire que c'est un aveu d'échec, mais ça peut être une grosse upgrade
qui, au lieu de l'amener pour 2023, on l'amène peut-être un petit peu plus tôt, en se disant on va commencer avec cette voiture et on va arriver avec une deuxième voiture. Parce que là, on vient de finir le premier Grand Prix et on nous dit déjà que la voiture est dans la maquette est dans la soufflerie. Donc ça veut dire qu'ils l'avaient déjà prévu avant. Donc ça veut pas forcément dire que d'un coup d'entrée de jeu ils se sont dit ah si la voiture est pourrie. Encore une fois, c'est mon opinion d'optimiste invétéré, on va dire. Donc on verra si c'est le cas ou pas, si effectivement la voiture performe ou pas, et si la voiture B arrivera mi-saison, un petit peu avant ou un petit peu après, ça dépendra évidemment. Il y a quand même pas mal de problèmes, mine de rien, chez Aston Martin. Faut réduire, voire essayer de résoudre ce problème de marsouinage. Là pour l'instant, je pense que les équipes dans l'ensemble qui sont beaucoup touchées par le marsouinage, je pense notamment à Mercedes, vont être obligées de faire avec, notamment pour Jeddah, puisque ça me paraît assez complexe de résoudre le marsouinage entre Bahreïn et Jeddah. Il faut amener des nouvelles pièces, il faut amener généralement plutôt un nouveau plancher de voiture, il faut revoir un petit peu l'aéro, revoir les réglages de suspension, revoir peut-être aussi le design de certaines pièces, on va dire, internes à la voiture. Ça se résout pas forcément comme ça peut se limiter, etc. Mais jusqu'à Jeddah, les voitures vont continuer à avoir un petit peu de problèmes, notamment sur le marsouinage, et Aston Martin en fait partie. Autre point intéressant à aborder avec Aston Martin, mine de rien, et qui peut refléter, on va dire, leur mauvais début de saison, surtout à Bahreïn, c'est le moteur Mercedes. Parce que je vous l'ai dit dans le Fast 5, à part Mercedes et son équipe d'usine, donc George Russell et Lewis Hamilton, les moteurs Mercedes, fallait aller jusqu'à la 12e place pour en trouver un. Et ça commençait par Lance Stroll. Dans les voitures clientes, alors, c'est pas la joie. Entre Aston Martin qui se fait sortir en Q1, Williams qui a la ramasse, McLaren, on va en parler, mais c'est la merde, ça fait un peu beaucoup. Est-ce que le moteur Mercedes est loupé ? Quelle est la part, on va dire, de responsabilité entre les mauvais châssis potentiels, on va dire, des écuries clientes Mercedes et le moteur Mercedes ? Voilà, je pense que le moteur Mercedes n'est pas à lui seul la problématique, on va dire, des écuries justement clientes de Mercedes. Je pense que quoi qu'il arrive, Aston Martin est quand même un petit peu dans la sauce malgré le moteur Mercedes. Williams, pareil, je pense qu'ils sont un petit peu dans la sauce. Pas forcément à cause du moteur Mercedes, mais parce qu'ils ont manqué pas mal de roulage à Bahreïn à cause des freins qui sont partis en feu, qui les ont empêchés de rouler pendant quasiment une journée. Et puis bon, McLaren, pareil, il y a eu des gros problèmes de freins, qui a limité beaucoup le roulage avec Ricciardo, mais ça on va en reparler. Donc c'est pas que le moteur Mercedes. Le moteur Mercedes a pas l'air d'avoir de problème de fiabilité, donc c'est déjà ça. Faudra voir d'un point de vue performance pure ce que ça donne à Jeddah, notamment parce que c'est un circuit quand même avec beaucoup de vitesse de pointe. Parce que il paraîtrait, je sais plus où j'ai lu ça, que la Mercedes roulait quand même mine de rien avec pas mal d'ailerons, que le moteur Mercedes avait pas l'air d'être poussé à fond encore. Donc je pense qu'il faut encore donner un petit peu de temps au moteur Mercedes. Il faut attendre quelques courses, aller sur différents circuits pour vraiment se rendre compte de la performance à la fois des châssis, à la fois on va dire des moteurs. Tout bêtement, je prends l'exemple de Red Bull par exemple. Alors oui, les Red Bull ont abandonné sur problème mécanique et ça on va en reparler. Mais il y avait quand même un aileron arrière assez débraqué sur la Red Bull qui faisait qu'elle avait quand même une sacrée vitesse de pointe. Faut pas oublier non plus les configurations, on va dire, de chaque équipe sur les circuits qui peuvent aussi fausser, on va dire, notre comparaison de moteur à moteur, on va dire. Mine de rien, est-ce qu'on peut quand même émettre l'hypothèse que le moteur Mercedes n'est pas non plus foudroyant, comme on dit, est-ce que le passage au carburant E10, parce que les moteurs cette année embarquent un carburant avec 10% d'éthanol, et 10% d'éthanol, c'est une perte estimée entre 20 et 25 chevaux sur les moteurs à combustion interne, donc les V6 tout simplement, on ne parle pas de la partie hybride là. Fefe a l'air d'avoir parfaitement géré la chose avec une nouvelle architecture moteur. Honda, a priori, c'est pas trop mal, mais il y a des petits problèmes de fiabilité, mais ça, on va en revenir dessus. Et puis Alpine, pareil, ça a l'air de plutôt pas trop mal marcher. Mais Mercedes, ça tire, on va dire que ça tire un petit peu. Faut pas oublier non plus qu'on est sur un gel des moteurs depuis le 1er mars. À partir, je crois, de début septembre, enfin deuxième partie d'année, on va geler la partie hybride, donc tout ce qui est MGUK, etc. Pour l'instant, on peut encore améliorer tout ce qui est batterie et l'hybridation en tant que telle, on va dire. Là, c'était pas le moment de se louper. Je pense pas qu'après toutes ces années de domination de Mercedes et du moteur hybride que Mercedes a survolé, on va dire, depuis cette nouvelle réglementation en 2014,
Je me doute quand même qu'on va avoir des moteurs Mercedes qui sont pas non plus totalement à la masse. Je ne pense pas ça. Le fait de combiner une Aston Martin qui perd 7/10 au tour à cause du marsouinage, la McLaren qui est en PLS à cause de ses freins et qui n'a pas beaucoup roulé, et la Williams un petit peu dans le même sac, fait qu'effectivement on peut se dire que le moteur Mercedes ceci cela. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre en compte. Quelle est la part de responsabilité? C'est très bien d'en parler. Est-ce que c'est Petronas qui s'est foiré, notamment sur tout ce qui est lubrifiant? Tout le monde n'a pas forcément les mêmes entreprises qui leur fournissent tout ce qui est lubrifiant, huile moteur et puis essence. Donc ça va être intéressant. Je mets du E10 dans ma caisse. Suis-je écolo aussi? Alors, oui et non. Sachez que d'ailleurs, c'est la petite info, la formule de l'essence pour la Formule 1 comme pour la voiture de Monsieur Tout-le-Monde sont relativement proches, pardon. Mais si vous mettez de l'essence de Formule 1 dans votre Twingo, a priori le moteur démarrera, mais je pense que vaut mieux pas trop, ça risque de vous déglinguer quand même un peu le moteur, et vice versa. Si vous mettez du samplon 98 ou du SP 95 E10 du coup dans votre Formule 1 avec une essence normale, le moteur, je pense qu'il va s'allumer, mais il va vite se mettre en mode safe parce que, à mon avis, ça doit être un petit peu compliqué. Pour terminer un petit peu sur Aston Martin, mesdames, messieurs, quand même, si la voiture est quand même victime d'une grosse perte de performance à cause du marsouinage, au choix, hein, on va voir, soit on va essayer de trimballer peut-être un petit peu plus les pilotes, entre guillemets, pour Jeddah notamment, serrer les dents en attendant mieux. Pour l'instant, l'Aston, en tout cas, ça sent pas giga bon. Il faudra attendre de voir les nouvelles améliorations arriver, notamment, je pense, pour l'Australie. Et puis, peut-être cette fameuse rumeur de voiture B qu'on attendra pour la mi-saison. Vettel est toujours Covid et a priori, alors pour l'instant ce matin, Sébastien Vettel n'a toujours pas rendu un test négatif au Covid. Et on parle justement de savoir si on n'autoriserait pas justement les pilotes qui ont encore le Covid, mais qui sont, on va dire, aptes, s'ils passent la visite médicale, etc., qui sont pas trop fatigués, etc. Si on va pas laisser, par exemple, un Sébastien Vettel participer au Grand Prix, même s'il a le Covid, mais s'il s'est remis et qu'il est en période, entre guillemets, de convalescence ou ce genre de choses, s'il est plus contagieux, etc. C'est en train d'être discuté. Aston Martin est en train, justement, de laisser toutes les chances à Sébastien Vettel pour rendre un test négatif le plus tard possible, on va dire. Donc là, on est jeudi. Il a jusqu'à ce soir, demain matin, grand max. Et on aura toujours, quoi qu'il arrive, Nico Hülkenberg qui est pas très loin et qui est prêt à prendre le volant de l'Aston Martin pour remplacer Sébastien Vettel. Moi, je pars du principe, et je parle d'expérience malheureusement, que c'est pas mal quand même de les laisser un petit peu se reposer. Surtout que derrière, ça demande quand même des efforts physiques assez importants. On parle de prendre plusieurs G dans la tête pendant une bonne grosse heure et demie, on va dire. Je pense que c'est quand même bien de laisser une période de repos, de convalescence après le Covid notamment pour essayer de revenir en bonne forme, on va dire. Donc peut-être qu'on reverra ce week-end Nico Hülkenberg, si vous préférez.